Tout le monde savait que les nazis, sous le Troisième Reich, produisaient de fausses livres sterling. On avait des billets de 5 livres, de 10 livres, de 20 livres et de 50 livres. Le plus problématique, c'était le papier. Nous étions en vacances, mais nous étions des hommes morts. Du jour au lendemain, on est devenus des faussaires. Inutile de chercher la vérité dans le lac Toplitz. L'opération Bernhardt est la plus vaste opération de fabrication de fausses monnaies jamais entreprise. Elle a pour but d'inonder le marché financier d'une énorme quantité de fausses livres sterling. Des prisonniers juifs fabriquent les billets anglais dans le camp de concentration de Sachsenhausen et des agents répandent ces fausses devises dans le monde entier. 134 millions de livres en faux billets sont ainsi produits, soit 4 fois les réserves de la Banque d'Angleterre. L'idée est de provoquer l'effondrement du système financier britannique. Durant les derniers jours de la guerre, les SS coulent des millions de livres sterling dans les eaux du lac Toplitz. Le secret d'un trésor de plusieurs millions vient d'être révélé. Un radeau équipé des plus récents dispositifs de recherche flotte sur le lac Toplitz. Une caméra de télévision sous-marine spéciale scrute chaque millimètre du fond du lac. À une profondeur de 80 mètres, l'endroit le plus profond de ce romantique lac de montagne, on découvre une des 20 caisses qui ont été enfouies. On dit que ce ne sont pas moins de 300 millions de livres sterling, soit près de 3 milliards de Deutschmark qui gisent là, dans la boue. Mais les billets de 5 livres sont des faux. Le régime d'Hitler les a fait imprimer dans le camp de concentration de Sachsenhausen pour ruiner la monnaie anglaise. Lorsque les Alliés ont pénétré en Autriche, les SS se sont empressés de venir couler leurs faux trésors ici, dans le lac Toplitz. Ça m'a pris environ un an et demi, pour retrouver les gens susceptibles de m'informer sur ce qui s'était passé. Jawohl, mein Herrn, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Et un jour, ils sont venus chez nous aussi. Des hommes, des troupes d'assaut en uniforme brun. Ils nous ont emmenés, mon père et moi. Tout le monde, même nos voisins, ceux qui vivaient dans la même maison, nous ont dit « Ne vous en faites pas, vous êtes de pauvres travailleurs comme nous, il ne vous arrivera rien. » Mais hélas, cela n'a pas été le cas. Ils nous ont pris et ils nous ont mis direct dans un wagon de marchandises. Destination, le camp de concentration de Buchenwald. Konzentrationslager Buchenwald. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist, er's noch begreift. Der Tiso, le prêtre catholique qui était au pouvoir en Slovaquie, a conclu un marché avec Hitler. En échange de l'indépendance, il acceptait d'appliquer toutes les lois de l'Allemagne nazie. Et cela a été le début de la fin, comme on dit. Le seul parti qui s'opposait à Tiso, c'était le Parti communiste. Ils sont venus me voir et m'ont dit « Si Tiso a promulgué une loi selon laquelle tout individu baptisé avant 1938 ou de mariage mixte est considéré comme arien, alors c'est un piège catholique. » Cela incluait donc tous les juifs baptisés avant 1938. Alors, tout naturellement, ils en sont venus à me demander de leur imprimer des certificats de baptême. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Bien sûr, cela a permis de sauver des centaines de vies, mais la Gestapo a fini par le savoir, et j'ai été arrêté le 11 août 1942, la veille de l'anniversaire de mes 25 ans, le 12 août. J'ai été envoyé à Auschwitz avec ma femme Gisela. Ma femme avait 22 ans et ils l'ont emmenée dans la chambre à gaz 1 semaine avant Noël 1942. Je me suis retrouvé seul. Jawohl, meine Herren, Darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl,
jawohl. J'ai fabriqué 2 faux passeports pour des juifs. J'utilisais des passeports nazis sur lesquels je mettais leurs photos et leurs signatures. Et je leur donnais 2-3 tuyaux sur la façon dont un nazi, du grade indiqué sur le passeport, se conduirait. Comment j'ai été arrêté? Pendant que j'étais au cinéma. Ils ont allumé les lumières et les membres de la Gestapo sont passés dans les rangs. Comme ils avaient une photo de moi, cela n'a pas été difficile. C'est comme ça que je me suis fait prendre. Après cela, ils m'ont envoyé à Auschwitz. Stört ist er's noch begreift. Längst von uns schon eingeseift. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Reinhard Heydrich, chef de la Gestapo, a toujours été fasciné par la contrefaçon et ses ramifications. C'est lui qui pousse le Reichsführer SS, Heinrich Himmler, à fabriquer d'énormes quantités de fausses livres sterling dans le but d'affaiblir la monnaie anglaise. L'opération porte d'abord le nom d'Opération Andreas, une référence à la croix de Saint-André écossaise dans l'Union Jack. La première usine de fausses monnaies, située 6A Delbrückstraße, à Berlin, est dirigée par le chef de bataillon SS Alfred Naujoks, l'adjudant et homme de main de Heydrich. Naujoks est en mesure de se procurer tout ce qu'il faut, les matières premières, aussi bien que les machines indispensables à ces hommes de la Delbrückstraße. Mais il n'est pas vraiment qualifié pour superviser l'opération. Il n'a pas suffisamment de connaissances techniques pour suivre le processus complexe de production de faux billets indétectables. En fait, tout a commencé lorsque les Anglais ont bombardé l'Allemagne de faux coupons d'essence. Ils balançaient des copies de coupons d'essence et de nourriture qui existaient en Allemagne, et cela n'a pas plu du tout au SS, aux partis, etc. Ils étaient tous tellement furieux qu'ils se sont mis en tête de rendre aux Anglais la monnaie de leur pièce, en lâchant des livres sterling au-dessus de l'Angleterre. Mais Heydrich a empêché que cela se fasse, arguant qu'il pourrait exploiter l'idée sur les marchés financiers. Dès le départ, l'opération Andreas est vouée à l'échec. Heydrich se débarrasse de Naujoks et la corruption gagne du terrain. Il y a trop de monde sur le coup. Au bout d'1 an, le bilan est loin d'être satisfaisant. Les résultats se font attendre. En mai 1942, Heydrich est assassiné à Prague. Dès le mois de juin, Himmler prend personnellement en charge les opérations de contrefaçon fiduciaire. Bernhard Krüger a traversé le camp, accompagné du sergent. Il a demandé à Beckmann, « Et celui-là, qu'en pensez-vous » Il avait entendu dire que j'avais falsifié des documents, et il pensait que je pouvais leur servir. C'est comme cela que j'ai été transféré d'Auschwitz à Sachsenhausen. Et puis un jour, au moment de l'appel, ils nous ont dit « Écoutez bien tous, peintres, imprimeurs, graveurs, experts en papier, les mains en l'air. » Et ensuite, ils nous ont conduits à Sachsenhausen. Soudain, un officier de haut rang est apparu, un Sturmbannführer. « Où sont mes Juifs? Où sont mes Juifs ?»
Je suis donc entré dans le seul bâtiment en briques de Birkenau. C'était vraiment le seul. À part cela, il n'y avait que des écuries pour les prisonniers. Je suis entré, je suis monté au premier étage, et sur la porte était inscrit « Sturmbannführer Höss », commandant du camp. J'ai frappé, et en entrant, je me suis annoncé « Prisonnier 64 401 au rapport ». Il était en train de consulter un dossier, et il a dit « Êtes-vous Monsieur Burger ?» J'étais tellement interloqué qu'il s'adresse à moi en employant le mot « monsieur » que j'ai répondu en bégayant « Oui ». « Êtes-vous imprimeur ?» Et lorsque j'ai dit « oui », il s'est levé et a déclaré « Monsieur Burger, nous avons besoin de spécialistes comme vous. Demain, vous quitterez Birkenau pour Berlin. Là, vous pourrez de nouveau vivre en homme libre en travaillant sur des presses typographiques. Bonne chance. » Et je suis ressorti. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il venait de me dire, parce que Birkenau était un camp estampillé NN, nuit et brouillard. Un camp très secret où, contrairement aux autres camps, on n'avait pas le droit d'écrire à nos proches. Personne n'a jamais été libéré de Birkenau. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé dehors. Et c'est alors que le secrétaire qui attendait là m'a dit « Attendez, vous ne retournez pas au travail, j'ai reçu de nouveaux ordres. Allez vous chercher un autre uniforme de prisonnier, vous partez demain à Berlin. » Et c'est comme ça que je suis allé à Sachsenhausen. Non pas à Berlin, mais à Sachsenhausen. Parce que tout cela n'était que mensonge, comme toujours avec eux. Un talent hors du commun attire l'attention des SS dès les premières années de la guerre. Il s'agit d'un certain Bernhard Krüger qui, dans la France occupée, procure aux agents et espions du Troisième Reich des passeports ennemis et d'autres documents personnels falsifiés. En juin 1942, Bernhard Krüger est appelé aux commandes de l'opération Andreas. Il convainc Himmler que le secret absolu et le plus haut degré de perfection sont les conditions sine qua non du succès de l'opération. Himmler ordonne la création d'une usine de fabrication de fausses monnaies dans le camp de concentration de Sachsenhausen et insiste pour qu'elle démarre aussitôt ses activités. Parallèlement, l'opération est rebaptisée du nom de son nouveau dirigeant et s'appelle désormais Opération Bernhard. Krüger commence par rassembler une équipe de spécialistes. Il va recruter personnellement dans les différents camps de concentration du Troisième Reich des juifs imprimeurs, graveurs, experts en papier, photographes, comptables et autres spécialistes utiles à l'opération. Dès leur première rencontre, les prisonniers notent un changement appréciable. Krüger s'adresse à eux de manière polie, ce qui est pour le moins inhabituel dans les camps. Krüger leur demande « Quelle est votre profession ? Où travaillez-vous avant ? Souhaitez-vous vous joindre aux autres ?» Les prisonniers sentent qu'il y a là une opportunité. Certains des hommes recrutés sont sur le chemin de la chambre à gaz quand Krüger les convoque. Très rapidement, 144 prisonniers sont sélectionnés pour la fabrication de faux billets et sont envoyés à Sachsenhausen. Les baraquements ne se distinguaient pas des autres. Il y a d'abord eu l'atelier 18, puis ils ont ajouté l'atelier 19. Le haut des baraquements était sécurisé par du fil de fer barbelé. Il y avait une barrière en bois tout autour. Et les fenêtres étaient peintes à la chaux. Aucun des hommes qui dirigeaient le camp ne savait ce que l'on faisait à l'intérieur. Tous les soirs, je me disais, comparé aux autres du camp de concentration, tu es en vacances, mais tu es un homme mort. Dès le début, il m'est apparu clairement que nous étions morts. Mais nous avions des tas de choses à notre disposition, des lits avec des draps blancs comme neige, de la nourriture à volonté et une radio qui jouait de la musique toute la journée. Nous étions en vacances, mais nous étions des hommes morts. Quand vous rentriez, le placard à balai était là-bas. À côté, il y avait les toilettes. Au milieu, il y avait une grande baignoire dans laquelle on pouvait se laver. À droite, l'endroit où on se détendait. Et à côté, la pièce où l'on dormait. À gauche de l'entrée, c'était la pièce avec la presse typographique.
D'un côté, il y avait les graveurs, de l'autre, le dortoir, et au milieu, la salle à manger. Une fois par semaine, on nous emmenait au bain. Les sirènes retentissaient dans le camp. C'était le signal que tous les prisonniers devaient se retrancher dans leur baraquement. Quand on allait au bain, le camp était transformé en ville morte. Si quelqu'un s'avisait de jeter un coup d'œil par la fenêtre, il tirait sur tout ce qui bougeait. Il nous permettait d'organiser une soirée spectacle de temps à autre. Nous avions alors, sans aucun doute, la scène la plus chère du monde, puisqu'elle reposait sur les caisses où était entreposée la fausse monnaie. Plapler chantait exceptionnellement bien. Chaque fois qu'il y avait une fête, c'est-à-dire une fois toutes les 6 semaines, il se produisait sur scène. Je ferme les yeux et je le revois là, en train de chanter. Il n'a d'ailleurs jamais cessé. Aujourd'hui encore, il chante dans la congrégation juive. Le samedi après-midi et le dimanche, nous étions de repos. Nous pouvions faire ce que nous voulions. Certains d'entre nous discutaient autour d'une table de la vie à la maison. D'autres lisaient ou bien jouaient aux échecs ou au ping-pong. C'était jour de congé. Quand je vous dis que je jouais au ping-pong avec le SS Hauptscharführer Werner, ça veut dire que je jouais au ping-pong avec lui dans le camp de concentration. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Burger prétend dans son livre qu'il jouait au ping-pong. D'accord, très bien, mais en réalité, c'est moi qui jouais au ping-pong avec l'homme que je vous ai montré là. C'est moi qui jouais avec Werner. Peut-être qu'il le faisait exprès, mais en tout cas, je gagnais toujours. Et à celui qui gagnait, qui que ce soit, il laissait toujours quelques cigarettes. Das ganze Leben, der blaue Himmel und das blaue Meer, so unvergleichbar schön ist das ganze Leben, nichts kann es geben, was schöner wird. Und wenn man in den blauen Himmel sieht, dann wird aus 1000 Träumen still ein Lied. En 1944, j'allais à l'école de commerce à Einbeck. Mais après la tentative d'assassinat de Hitler, le 20 juillet, l'école a fermé et j'ai dû travailler à l'usine de papier chiffon de Hannemühle. Entre Noël et le jour de l'an 1944, les machines avaient été arrêtées pour être nettoyées. J'étais en train d'en nettoyer une lorsque j'ai découvert un bout de papier qui était tombé par terre. En le portant à la lumière, j'ai vu inscrit dessus 20 livres et Banque d'Angleterre. Au moment où je ramassais le bout de papier, l'opérateur qui avait tout suivi est venu vers moi et me l'a repris. Après cela, j'ai été convoqué au bureau de l'entreprise. J'ai dû me rendre chez le chef des opérations et auprès de plusieurs agents de sécurité, probablement des SS, qui m'ont passé un savon et m'ont interdit de parler à quiconque de ce qui s'était passé. Le papier était fourni par Hannemühle près de Dassel. Il leur a fallu 2 ans de tâtonnement avant d'arriver à produire un papier de qualité. Le livre The Devil's Workshop contient une note que le directeur technique de Hannemühle a donnée aux Américains et dans laquelle il décrit toutes les difficultés auxquelles ils se sont heurtés pour fabriquer le papier. Une fois le problème du papier résolu, ils ont imprimé les 500 premiers billets et les ont envoyés en Suisse.
Un agent sur place les a portés à la banque et ils sont passés pour de vrais billets. Ensuite, ils ont eu l'idée d'installer une imprimerie moderne dans le camp de concentration de Sachsenhausen, où tout était strictement interdit d'accès, et de fabriquer des faux billets à grande échelle pour leur propre compte. 132 millions, ce n'est pas rien. Ce n'était pas simple du tout. L'opération Andreas venait juste de démarrer et ils avaient encore du papier trop épais. Ils ont fini par se rendre compte que la toile de lin utilisée par les Anglais avait été nettoyée après usage et n'était pas parfaite. C'était donc une matière première de second choix et non pas de première qualité. Une fois qu'ils ont compris cela, tout s'est mis en place. Au début, cela n'a pas été facile, mais en fin de compte, ils ont résolu le problème assez vite. Les plaques d'imprimerie pour les livres sterling nous parvenaient de Berlin. Puis nos graveurs, Félix Zittrin de Leipzig, et un autre type, originaire de Pologne, s'asseyaient à la table avec une loupe. Et ils retravaillaient la gravure en se basant sur les vrais billets que nous avions. Die haben nun die Feinheiten nochmal nachgraviert. Ja. Non loin de Sachsenhausen se trouve Schloss Friedenthal, un élégant pavillon de chasse de style anglais réquisitionné par les SS. C'est ici que sont faites les plaques d'imprimerie pour les faux billets anglais. Elles sont ensuite livrées au camp de concentration où les graveurs de l'opération Bernhardt terminent le travail. C'est aussi dans ce château qu'a lieu l'entraînement des agents spéciaux et que sont préparées toutes les opérations des services secrets du Troisième Reich, sous la direction de l'agent préféré d'Hitler, le SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny. Les hommes aux commandes du Troisième Reich savent pertinemment que l'effondrement de l'économie britannique leur assurera une victoire plus rapide. J'ai d'abord passé 3 semaines à imprimer la monnaie yougoslave de Tito. À cette époque, Tito avait libéré un territoire grand comme la Suisse. Il avait son propre gouvernement et ses propres devises. Ensuite, j'ai commencé à fabriquer des livres sterling anglaises. Je n'y connaissais rien en imprimerie. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'installer devant la machine et d'entrer ces numéros là. Ça, c'était mon travail. La machine s'appelait Thiele. C'était une Thiele. Et il y avait 4 numéros comme cela, et la machine tournait. Hop, 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 et il fallait faire attention à ce que les chiffres changent tout le temps. Parce que si l'on retrouvait 2 fois le même, c'est que le billet était faux. J'étais chargé de détecter les anomalies. Les billets étaient classés en 5 catégories. Les billets de première catégorie étaient parfaits. Cela partait directement en Angleterre et en Suisse. La Suisse était un pays neutre. Les Suisses achetaient différentes matières premières en Angleterre, comme par exemple l'acier, pour lesquels les Allemands n'avaient pas de brevet. Les billets de deuxième catégorie étaient pour les espions. C'est avec cela qu'ils payaient leurs propres espions. Ils ont donné à Cicéro, le meilleur espion de l'Allemagne nazie, 300 000 livres sterling pour ses bons et loyaux services, et tout cela en monnaie de Sachsenhausen.
Quand il a voulu dépenser cet argent après la guerre, il s'est entendu dire « Désolé, monsieur, mais on n'accepte que les vrais billets ». 10 ans plus tard, il a réclamé une compensation au gouvernement. Et il a été fait un film à partir de son histoire, du fait qu'il avait été payé en faux billets. Bien sûr, il n'a rien obtenu du gouvernement, mais on a fait un film sur lui. Vous imaginez, ils ont fait un film sur le plus grand espion nazi. Franz von Papen était l'ambassadeur d'Allemagne à Ankara. Il a été acquitté au procès de Nuremberg, puis il a comparu à Bonn où il a commis un parjure. Il a dit au tribunal qu'il n'avait pas d'argent et vivait de l'aide sociale, alors qu'en réalité, il avait caché en Suisse l'équivalent d'1 million de francs. Comme l'espion Cicero, qu'il avait vu là-bas, était censé avoir reçu 250 000 $ de Ribbentrop, Papen lui a donné de fausses livres sterling et a procédé à l'échange avec la complicité de l'administrateur de la Banque d'Allemagne. Des livres sterling contre de l'or. Et l'or a fini en Suisse. Von Papen l'a toujours eu. Ses enfants en ont hérité. Et il y avait plus d'1 million. Les billets de 3e catégorie doivent financer les opérations de sabotage pendant la campagne d'Afrique de Rommel. Ceux de 4e catégorie sont destinés à être largués au-dessus de l'Angleterre et ceux de 5e catégorie sont écartés. Pour parfaire les billets fraîchement imprimés, la plupart des gars s'asseyaient à de longues tables dans la grande pièce qui nous servait de salle à manger. Le plus problématique, c'était le papier. C'était une opération vraiment difficile de donner au billet un aspect usagé et sale afin qu'il n'ait pas l'air de sortir de la presse. Quand on a appris que les Anglais n'avaient généralement pas de portefeuille, qu'ils épinglaient les billets comme ça, on a fait des petits trous. Celui-là ne vient pas de Sachsenhausen. Les faux billets étaient tellement bien faits que je n'aurais pu faire la différence entre un vrai et un faux. Mais si, en l'examinant à la lumière, je ne vois pas de piqûre d'épingle dans l'arène, c'est que c'est un vrai. Tous les billets étaient piqués là, dans l'arène. Les jeunes prisonniers devaient faire de petits trous d'épingles sur le côté, parce que les Anglais les épinglaient toujours par 5 à cause de leur grande taille. Alors, on a décidé de faire aussi une piqûre d'épingle dans le mot Britannia. Et donc, si je regarde attentivement et que je ne vois pas de piqûre d'épingle dans Britannia, c'est que ce n'est pas un de nos billets, c'est un vrai. Le SS Sturmbannführer Schwendt était le responsable de la diffusion pour l'opération Bernhardt. Il exerçait ses activités au château Labers à Merano. Il y avait une centaine de personnes qui travaillaient pour lui. Elles étaient chargées d'échanger l'argent dans toute la Suisse, à la Banque du Liechtenstein, et touchaient 33% d'intérêt sur les transactions. Tout le monde pensait que ce serait extrêmement compliqué de retrouver la trace des faux billets de livres sterling. Mais ce n'était qu'une rumeur, parce qu'en réalité, ils étaient facilement identifiables.
Cependant, personne n'a jamais rien fait ni rien dit. On se contentait de les prendre et de les vendre. Mais si vous prenez un billet de livre sterling, vous y verrez comme sur n'importe quel autre billet une marque vous permettant de reconnaître le faux billet. Les Anglais savaient très bien qu'il y avait de la fausse monnaie en circulation, mais ils ne pouvaient pas se permettre de rendre l'affaire publique. Ils devaient donc s'armer de patience. Si la guerre avait duré une année de plus, l'économie anglaise se serait effondrée. La personne responsable de la diffusion des fausses livres sterling est le SS Sturmbannführer Friedrich Schwend, alias Dr Vending. Schwend est un escroc véreux qui a d'excellents contacts dans les milieux bancaires et financiers. Il a établi sa résidence dans son centre de distribution, le château Labers, près de Merano en Italie. Plus de 20 hommes de la Waffen-SS surveillent ces centres de blanchiment d'argent, d'où part la fausse monnaie expédiée dans le monde entier. Des liasses de billets de banque estampillés secrets, expéditeur Reichsführer SS Heinrich Himmler, sont livrés par valise diplomatique aux attachés commerciaux allemands dans les pays occupés. Quelque temps plus tard, le Sturmbannführer Joseph Spatzil apporte son concours à l'opération. Schwend dispose d'un vaste réseau d'agents et de complices impliqués dans l'entreprise de blanchiment d'argent. Il opère pour le compte du Troisième Reich en tant qu'homme d'affaires prospère et utilise de fausses livres pour acheter de vraies devises étrangères, de l'or, des armes, des matières premières et des denrées alimentaires. À partir de 1944, la diffusion, à proprement parler, passait aussi par Spatzil. Des camions remplis de caisses de livres sterling quittaient Berlin en direction d'Arcachon. La 7e flotte de sous-marins était basée à Saint-Nazaire et il y avait une base navale à Arcachon. Les caisses étaient chargées sur les bateaux en partance pour l'Amérique du Sud. Schwend arrose le monde entier de faux billets. Avec la complicité d'agents intéressés aux bénéfices, il distribue la fausse monnaie en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Chaque mois, 500 000 billets de banque sortent des presses de l'imprimerie du camp de concentration de Sachsenhausen. La production est telle que les prisonniers sont obligés de travailler en équipe. Les liasses de livres sterling sont soigneusement enregistrées, emballées et surveillées jusqu'à ce qu'elles quittent le camp pour leur mystérieuse destination à travers le monde. 134 millions de fausses livres sterling ont ainsi été fabriqués dans les camps. En échange de ces fausses livres sterling, Skorzeny a reçu de l'or qu'il a réussi à faire passer en Espagne, où il s'est installé plus tard. Ces billets restaient faux tant que la personne qui les détenait ne les avait pas dépensés. Les banques les acceptaient. Les banques espagnoles les échangeaient contre des pesetas. Et ensuite, juste avant la fin de la guerre, la police espagnole s'est enfin décidée à demander aux services secrets allemands de bien vouloir arrêter d'envoyer ces livres sterling en Espagne. La police espagnole savait très bien que c'était de la fausse monnaie. Mais arrivé à un certain moment, ils ont dit « trop, c'est trop ». J'ai imprimé des livres sterling anglaises jusqu'à la fin de l'année 44, quand Krüger est venu nous dire « Maintenant, on va imprimer des dollars ». Nous avons alors été transférés, le chef d'équipe et moi, au bloc 19. Les billets anglais étaient fabriqués dans le bloc 18. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à produire des dollars. On a démarré la production de dollars en juillet-août 1944. Le papier vert posait des problèmes de fabrication. Smoljanov était le meilleur faussaire d'Europe, un criminel. Le Sturmbannführer Krüger dirigeait le service qui traquait les faux monnayeurs dans toute l'Allemagne nazie. Il avait des dossiers sur eux. Il savait donc tout sur Smoljanov.
Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles, disait-il. Vous êtes incapables de produire le moindre dollar. Mais attendez que je vous amène un expert. Il va vous montrer comment faire. Et il a amené Smoljanov. On commettait des actes de sabotage. Tout le monde était au courant, à moins d'être idiot. Et on jouait les innocents. Mon travail consistant à huiler les machines pour les garder en bon état de marche, je mettais discrètement de l'huile dans le colorant vert. Quand Smoljanov est arrivé, on produisait déjà des livres sterling en grande quantité. On n'avait pas besoin de lui pour la monnaie anglaise, mais pour les dollars. Il avait fait un négatif du billet vert. C'était un bon négatif, de bonne qualité, mais Jacobson en a tiré un mauvais cliché sur gélatine. Si bien que le président était très bien imprimé, mais les fines rayures à droite étaient toutes embrouillées. Au milieu de l'année 1944, les Alliés obtiennent le contrôle absolu de l'espace aérien au-dessus de l'Allemagne. Plusieurs mois plus tard, soit début 1945, les bombardiers opèrent des raids quotidiens sur Berlin. Pour les prisonniers de l'usine de fabrication de fausses monnaies du camp de concentration de Sachsenhausen, il est clair que Hitler a déjà perdu la guerre et que la victoire finale n'est que pur fantasme mégalomaniaque. Le 13 mars 1945, l'ordre vient de Berlin. Cessez le travail. Il fallait stopper tout parce que les Russes étaient tout près. Ça, c'était en janvier 1945. Et en février, on a déménagé à Redelsipf. Non, à Mauthausen. J'ai passé 4 semaines à Mauthausen. Mais très vite, les Américains sont arrivés et nous avons été transférés à Redelsipf, plus haut dans les Alpes, où nous avons redémarré les machines. On était très contents de recommencer à imprimer, parce que cela voulait dire qu'ils avaient encore besoin de nous. Ils ne nous fusilleraient donc pas tout de suite. Le 4 mai 1945, Werner est venu réquisitionner 3 camions, avec lesquels il nous a emmenés de Redelsipf à Ebensee. Il régnait une grande confusion. Les militaires circulaient en camion et il s'est à peine arrêté pour nous faire monter dedans, tandis que lui-même prenait une voiture. C'est comme cela que nous avons voyagé. Le 5 mai au matin, il y avait 160 soldats SS en service dans le camp et 16 000 prisonniers ordinaires. Nous n'étions pas autorisés à aller là-bas. C'est pourquoi nous étions dans le camp SS. À 7 heures, nous les avons vus de nos fenêtres sortir précipitamment, tous habillés en civil. Ils ont jeté à terre leurs sacs et leurs armes, et ils ont crié aux soldats SS qui nous gardaient « Libérez cette racaille, les Américains sont déjà dans le village ». Le lendemain matin, alors qu'on se présentait de nouveau à l'appel, le même commandant du camp a fait un discours. Et ensuite, la porte s'est ouverte et le caporal Posch, vous voyez, je me souviens encore du nom des soldats SS, est entré en hurlant « Tout le monde dehors !» Il était 10 heures du matin, le 5 mai 1945. Personne n'osait bouger parce qu'à l'extérieur, il y avait 4 hommes armés de mitraillettes. « Je vais vous abattre sur le champ, dehors !» Il était très tendu. On s'est précipité dehors et ils ne nous ont rien fait. Ensuite, il nous a donné l'ordre de nous aligner sur 5 rangs et nous a comptés, comme s'il ne s'était rien passé. Puis les soldats SS se sont mis en position, devant nous, 2 sur le côté gauche, 2 sur le côté droit, et en avant, marche, marche. Ils nous ont conduits dans les bois. On pensait qu'ils allaient se débarrasser de nous dans les bois, mais ils ne nous ont rien fait. Ils ont été jusqu'aux grilles. Et là, il y avait un colonel de l'armée allemande, et à côté de lui, un prisonnier. Celui-ci était armé. Il était 10 heures du matin. Les SS s'étaient enfuis tôt le matin. Le caporal s'est présenté au gradé et lui a dit
Je vous remets 120 prisonniers. Le colonel nous a regardés et voyant que nous n'avions pas le crâne rasé et que nous portions des chaussures en cuir, il a dit « Ce ne sont pas des prisonniers ». C'est alors que tout à coup, un des hommes s'est rué sur le prisonnier armé en lui disant « Regarde, nous sommes d'Auschwitz ». Puis 1, 2, 3 autres hommes sont sortis des rangs, ont montré le prisonnier et dit « Laissez-nous entrer, nous sommes une unité spéciale ». L'instant d'après, il a ouvert la grille. Nous avons été libérés en rentrant dans un camp de concentration à 10 heures du matin, le 5 mai 1945. Cela n'a pas pris longtemps. À midi, on entendait déjà au loin les vibrations des véhicules blindés. Et les Américains sont arrivés peu de temps après. C'est là qu'ils ont vu de leurs propres yeux ce qui se passait dans le camp. Lorsqu'ils nous ont trouvés, ils ont informé les autorités anglaises. Nous étions cantonnés dans le camp. Puis, les Britanniques sont arrivés et nous ont posé à tous la question « Y a-t-il quelqu'un qui parle anglais ?» Dire qu'on a cherché aux 4 coins du monde et on n'a jamais réussi à savoir qui avait fabriqué la fausse monnaie, et aujourd'hui on vous trouve, vous, dans ce camp de concentration. C'est incroyable, inimaginable. Ils ont commencé à nous interroger. Pendant 5 jours, nous avons été soumis à toute une batterie de questions. Comment avions-nous fait? Qu'est-ce que nous avions fait? Combien? Nous leur avons tout dit. Puis ils sont retournés à Londres, ils ont mis leur rapport sous clé, en sécurité. Et personne n'en a jamais rien su. Vis-à-vis des autres, il se définissait lui-même comme un SS pur et dur. Mais en réalité, sa seule préoccupation, c'était de ne pas être envoyé au front. L'opération Bernhardt s'est déroulée dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Et en tant que chef de l'opération, il devait travailler à Sachsenhausen. En fait, il n'habitait pas là, il avait ses propres appartements. Mais il arrivait tous les matins en voiture à 8 heures tapantes pour mettre les prisonniers au travail. Cependant, la chose la plus importante à ses yeux, c'était d'échapper au front. Et c'était le cas de tous ces SS qui bombaient le torse chez eux. Ils avaient tous une peur bleue d'être envoyés au front. Bernhard Kruger était ingénieur. Il a été gentil avec nous. On ne sait pas ce qu'il a pu faire par ailleurs, mais avec nous, il a été bon. Il n'a même jamais été mis en prison, rien. Même après la guerre, il a continué à avoir des contacts avec des nazis haut placés. J'ai écrit à plusieurs adresses, en utilisant parfois mon propre nom, et j'ai obtenu en retour quelques informations. Il m'est même arrivé de pouvoir faire passer ces informations à Bernhard Kruger. On travaillait clandestinement, comme par exemple dans le cas de Skorzeny, l'homme qui a réussi à libérer Mussolini en Italie en 1944. Il était toujours en relation avec lui, ainsi qu'avec d'autres qui s'étaient installés en Amérique. Il y avait encore une connexion, un réseau. Berlin est tombé depuis longtemps. Pour l'Allemagne, la guerre est perdue. Mais pas pour les SS, la plus puissante force de l'État nazi. Avant même la fin des hostilités, ils transfèrent de l'or et des devises étrangères dans différents pays du monde. Ils créent des sociétés à l'étranger.
Et ils mettent de côté les fonds de secours pour assurer leur survie après la fin du Troisième Reich. Ces fonds vont surtout servir à financer la légendaire Opération Odessa, l'organisation pour la fuite et la réintégration des anciens nazis. J'avais entendu parler de caisses de livres sterling, c'est tout. Mais comme il y avait très peu de survivants parmi les gens qui avaient jeté tout cela, on pouvait toujours supposer qu'il y avait d'autres choses au fond de l'eau. Et c'est ce qui explique que nous n'avons pas recherché uniquement des livres sterling, mais aussi d'autres caisses. En fait, il n'y avait pas d'autres caisses. Nous n'avons trouvé que des caisses de livres sterling. Malheureusement, tout est relié à la guerre. Alors qu'il s'est passé beaucoup de choses au lac, où ils avaient une base de recherche navale, où il y a eu des explosions et des tests de roquettes, et où vers la fin de la guerre, beaucoup de caisses ont été coulées avec l'aide des fermiers et de leurs chariots. Ils entassaient des caisses qui devaient être transportées au lac Toplitz. Une fois sur place, les caisses étaient réceptionnées par les SS, qui ensuite les faisaient disparaître dans le lac. Certaines caisses étaient relativement lourdes, d'autres plus légères, mais bien sûr, personne ne savait ce qu'elles contenaient. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'Osserland. Nombre d'objets de valeur, de grandes quantités d'or et de pierres précieuses étaient concentrés dans la région. Et les gens relient tout cela au naufrage des caisses dans le lac Toplitz. Le lac Toplitz était le coffre immergé de l'opération Bernhardt. C'est ce qui a fait la célébrité du lac. Et aussi le fait que Wolfgang Loede, le journaliste du magazine Stern, a remporté un grand succès ici. Il s'y est taillé une renommée, tout comme le lac. Ça a été sa plus grande opération. Le travail de récupération en tant que tel était relativement simple. Il y avait une société à Kiel, la société Unger, qui fabriquait des caméras capables de prendre des photos sous-marines. On a fixé des projecteurs au grappin que nous avions confectionnés pour avoir de la lumière, 2 sur la gauche et 2 sur la droite. Et on a attaché au centre la caméra enfermée dans une boîte en bois. Il y avait 6 ou 7 câbles qui pendaient le long du grappin, ceux de la caméra et des spots, mais ils étaient tous protégés. Ainsi équipés, lorsque le grappin descendait, grâce à la caméra et les projecteurs sur les côtés, on voyait clairement ce qu'il y avait au fond. C'était relativement simple. L'histoire du double fond a été montée de toutes pièces par les Américains, qui ont été les premiers à draguer le lac en 1946, parce qu'ils ont toujours su qu'il y avait quelque chose au fond, et qu'ils se disaient « intéressant, allons voir cela de plus près ». Mais ensuite, un des plongeurs américains est mort, et cet accident malheureux a mis fin à l'opération. Les livres sterling enfouis dans le lac attendaient Loede. Les Américains auraient sans doute bien aimé les récupérer, mais ils n'en ont pas été capables. Les Américains ont prétendu que le lac avait un double fond, qu'à mi-hauteur des eaux flottait tout un enchevêtrement de rondins. Cela a coûté la vie à l'un de leurs plongeurs, qui s'est empêtré dedans et est resté coincé. Mais ce double fond était en fait constitué de bouts de bois jetés dans le lac par des marins allemands. Ils avaient lié les caisses avec 70 mètres de fil de fer et attaché aux extrémités de gros morceaux de bois d'environ 2-3 mètres de long sur 40 cm d'épaisseur. Ces rondins flottaient à 30-40 mètres au-dessus du lit du lac, reliés au câble. Les caisses, elles, reposaient à 70 mètres de profondeur. Une vingtaine ou une trentaine de pièces de bois flottaient à une profondeur de 40 mètres.
Lorsque les Américains ont plongé, ils se sont retrouvés pris au milieu de tout ça. Et c'est comme cela qu'un des leurs est mort. C'est de là qu'est née la rumeur selon laquelle le lac aurait un double fond. Or, ce double fond n'était rien de plus que des rondins de bois déposés là par la base de recherche navale afin de pouvoir récupérer les caisses à la fin de la guerre. Et lorsqu'on est allé récupérer les caisses, tout ce que l'on a trouvé à l'intérieur, c'était de faux billets de livres sterling et non pas de l'or, comme on l'avait imaginé. Le secret d'un trésor de plusieurs millions vient d'être dévoilé. Les autorités autrichiennes vont garder le trésor jusqu'à ce que soit décidé à qui il appartiendra de détruire la fausse monnaie. Le mystère entourant le trésor des SS est résolu. Quand j'étais petit, j'ai assisté aux différentes opérations qui ont eu lieu sur le lac. Et j'avais 16 ans quand j'ai vu le reporter Wolfgang Lode plonger et ramener à la surface les premiers billets de livres sterling. Alors que tout le monde était persuadé qu'il y avait de l'or caché au fond du lac, c'est une incroyable quantité de faux billets qu'on a vu apparaître. De la monnaie de singe, comme il disait. Toute la surface du lac était blanche de faux billets. Et bien sûr, tout comme les autres gamins, j'ai plongé pour tenter de récupérer un peu d'argent. J'en ai fourré plein mon slip de bain et je suis ressorti discrètement. Malheureusement, un policier m'avait vu faire, il m'a repris tout ce que j'avais réussi à subtiliser. Quel dommage. Cela représentait pas mal à l'époque. Une livre valait 76 shillings autrichiens et 50 livres, cela faisait une jolie somme. Sans compter le fait que c'était devenu des pièces de collection. Ce genre de billets pouvait s'échanger jusqu'à 1200 shillings. Et ils avaient encore cours à Hong Kong et dans les colonies de la couronne. Il paraît d'ailleurs que certaines personnes ont fait une belle opération avec cet argent. Il y avait une banque en Argentine qui s'appelait la banque Fuldner. Cet établissement bancaire, qui avait aussi aidé Eichmann, était rempli de faux billets de livres sterling. Mais pourtant, c'était une banque tout ce qu'il y a d'officiel. Elle a permis à certains membres corrompus du gouvernement argentin de s'enrichir. Mais cela s'est passé au début des années 50, et ces activités louches ont progressivement cessé entre 52 et 54. Après la guerre, Perron a été soudoyé avec des livres sterling. Et il en a même donné à sa femme, qui avait un compte en Suisse. Bien sûr, ce n'étaient plus des faux billets de livres sterling, puisqu'ils avaient été échangés contre de la vraie monnaie anglaise à la Banque d'Argentine. Je connais chaque buisson, chaque arbre, chaque branche et chaque trou dans chaque roche au bord du lac Toplitz. C'était mon lac préféré aux grandes dames de la Commission pour l'exploitation forestière en Autriche, qui avait toujours la main mise sur le site, et aux grandes dames de la population de l'Osserland. Ceci, par exemple, est une plaque originale à partir de laquelle on faisait les planches d'imprimerie. Il y en a une comme celle-là accrochée dans la cabane du pêcheur du lac Toplitz. Elle servait à fabriquer les planches qu'on utilisait ensuite pour imprimer les billets. Je pense qu'il doit y avoir au moins 2 douzaines de sites en Autriche qui recèlent encore de l'or enfoui. Nous en avons assez vu. Il y a encore une caisse de livres sterling bien cachée au fond du lac Toplitz. Les billets iront dans un musée et ne seront pas brûlés. Ainsi en a décidé le gouvernement autrichien. Un tel vestige doit finir au musée et non pas détruit, comme cela est arrivé à tant d'autres témoins de cette période. On vivait au jour le jour.
Nous avons été libérés à 10 h du matin le 5 mai 1945 en entrant dans un camp de concentration. Nous devons la vie à notre travail de faussaire.